On a fait des kilomètres pour venir supporter notre équipe de cœur. Et là aujourd'hui, c'est la honte. Il n'y a rien, les joueurs ils marchent, ils ne bougent pas. Il n'y a pas de percussion, il n'y a rien. Les mots me manquent, je suis désolée, mais c'est une humiliation en fait. La phase de groupe de la CAN organisée en Côte d'Ivoire avait pourtant démarré en fanfare pour les éléphants. Et soudain, l'humiliation ultime subie face à la Guinée équatoriale, laissant derrière un pays au bord de l'implosion émotionnelle. La sélection ivoirienne est plongée dans le doute, mais la suite appartient à la magie du football. Le combat, la hargne, la ténacité, l'obstination d'un rêve éveillé laisseront place ensuite à l'espoir, à des scénarios toujours plus renversants, irréels. D'abord humiliés, ils seront miraculés. Retour sur une rédemption unique en son genre, voici le film du miracle ivoirien. Après 1984, les éléphants accueillent 40 ans après la Coupe d'Afrique des Nations, l'occasion d'inaugurer ce nouvel écrin de 60 000 places, le stade Alassane Ouattara. Tiré au sort dans le groupe de la Guinée-Bissau, du Nigeria et de la Guinée équatoriale, le groupe des éléphants semble largement à leur portée, et ce malgré les dernières déceptions. Car depuis leur deuxième CAN remportée en 2015, la Côte d'Ivoire n'a plus passé les quarts de finale de l'épreuve continentale, en plus de 2 qualifications manquées à la Coupe du Monde. Qu'il est difficile de succéder à la génération dorée entre 2006 et 2015 sur laquelle nous étions revenus à travers une vidéo si vous l'aviez manqué. Mais cette fois, les hommes de Jean-Louis Gasset comptent bien reconquérir les cœurs de leurs supporters, et dans cet effectif, on retrouve quelques anciens vainqueurs de 2015, Serge Aurier et Max-Alain Gradel, mais également des profils que l'on considérait jadis comme de grands espoirs, Nicolas Pepe et Jean-Michel Seri, des hommes en forme, comme l'ancien Lensois Seko Fofana, l'ancien Barcelonais Franck Kessié, mais aussi un revenant, et cela fait tellement de bien de le revoir après avoir gagné son combat contre le cancer, l'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller. Alors à la veille de cette CAN 2023 qui se déroule en 2024, la question est de savoir si la Côte d'Ivoire possède une belle équipe. Alors oui, mais avant le début de la compétition, je me disais que cette équipe avait largement la capacité de briller et même de passer de gros adversaires, mais il y avait quand même un point d'interrogation par rapport à leur préparation, parce que hormis leur claque subie contre la Zambie, un bon match nul contre le Maroc ou encore un nul peut être un petit peu frustrant contre l'Afrique du Sud, mais quand on voit ce qu'elle a fait lors de cette CAN, elle qui a terminé 3ème, avec le recul on se dit que c'était pas non plus catastrophique, mais dans l'ensemble, la préparation des Ivoiriens s'est faite contre des équipes plutôt faible. Qu'est-ce que ça vaut vraiment contre une grosse équipe? En fait, ces éléphants n'ont pas de repères, ils n'ont pas de match référence. Donc, légitimement, on attend cette CAN pour savoir ce qu'ils valent vraiment. Premier élément de réponse lors de la première échéance de cette CAN, contre la Guinée-Bissau. Pas de véritable pointe de métier dans ce 11 de départ, Sébastien Haller est trop juste physiquement pour débuter la compétition, c'est donc Jean-Philippe Crasso qui sera aligné aux côtés de Jonathan Bamba et du Niçois Jérémy Boga. Et derrière, les deux milieux offensifs seront les atouts précieux de cette équipe ivoirienne, Seko Fofana et Franck Kessié, et une défense, gardien compris, très jeune, peu expérimentée et qui a donc besoin de trouver ses repères. Et dès le début de match, Fofana nous fait sa spéciale avec une grosse frappe. En seconde période, Jean-Philippe Crasso participera à la fête. C'est une parfaite entrée en matière pour les éléphants qui battent sans trop de soucis la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Idéal avant d'affronter l'équipe la plus redoutable de ce groupe sur le papier, le Nigeria. Et avant ce match contre les Super Eagles, 2 changements sont opérés par Jean-Louis Gasset, avec le retour du capitaine Serge Aurier et la titularisation de l'ailier de la Fiorentina, Christian Kouamé, préféré à Jonathan Bamba. Et face à la bande de Victor Osimhen, sans surprise, les Nigérians ralentissent le jeu des Ivoiriens. Beaucoup de maladresse de part et d'autre, mais plus inquiétant, ces éléphants ne se procurent pas beaucoup d'occasions, alors qu'il y a pourtant la place face à un Nigeria assez emprunté. Première période assez terne à Abidjan, 0-0. Et dans le second acte, le Nigeria montre un tout autre visage. Supérieur physiquement et capable d'accélération faisant très mal à ces Ivoiriens assez attentistes. Et la sanction tombe à la 55e. Osimhen joue très bien le coup et parvient à convaincre le VAR d'accorder un penalty qui sera transformé par Troost-Ekong. Dès lors, les Super Eagles prennent le dessus et la Côte d'Ivoire est muette. Les protégés de Jean-Louis Gasset se font surprendre et doivent s'incliner sur la plus petite des marges 1-0 face au Nigeria.
Cette fois, le constat est sans appel, la Côte d'Ivoire ne fait pas assez. Il y a très peu de jeux produits, très peu de fluidité. En fin de compte, si on regarde de près le contenu des Ivoiriens, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Certes, c'était déjà le cas un petit peu contre la Guinée-Bissau, mais le résultat 2-0 masquait un petit peu tout ça. Mais là, cette fois, avec la défaite 1-0, on peut plus se cacher. Et pourtant, quand on voit le potentiel de cette équipe ivoirienne sur le papier, on se dit que le manque d'inspiration vient peut-être de l'entraîneur. Attention, car leur prochain adversaire, la Guinée équatoriale, compte déjà 4 points au classement du groupe, dont 1 point d'avance sur la Côte d'Ivoire. Méfiance, car ce troisième match sent le piège à plein nez. Toujours privé de Haller, mais avec Nicolas Pepe cette fois aligné en pointe, les éléphants doivent gagner, même avec la règle des meilleurs troisièmes, car le danger n'est jamais loin. Lors de ce match, la Côte d'Ivoire va enfin hausser le ton. Mais l'attentisme de la défense ivoirienne leur sera fatal. La Guinée équatoriale ouvre la marque et les éléphants ne parviennent toujours pas à répondre. C'est une fausse joie, le hors-jeu est net. À la mi-temps, la Côte d'Ivoire est menée 1-0 et il y a urgence. Que d'occasions manquées. Encore et encore et encore. Ce manque de lucidité dans le dernier geste est tellement rageant, car la Côte d'Ivoire réalise paradoxalement sa meilleure prestation dans le contenu depuis le début de cette CAN. Et la libération arrive enfin, mais là encore, fausse joie. À quelques centimètres près, nouveau hors-jeu. La Guinée équatoriale s'en sort très bien et mène toujours 1-0. Mais le coup de grâce intervient à la 73e minute. La main du gardien Yaya Fofana n'est pas assez ferme, mais quel coup franc de Ghané. Et 2 minutes plus tard, le chaos. Les Ivoiriens n'arriveront donc pas à faire trembler les filets ce soir-là, et derrière, humiliation retentissante, 4-0. J'étais comme ça après le match, je n'avais même pas les mots, je suis même pas ivoirien mais je ressentais tellement votre douleur. C'est un match où la Côte d'Ivoire a produit beaucoup mais derrière le score, non seulement il est affreux mais en plus, mais il est ultra sévère, il représente pas du tout le match des Ivoiriens. Mais l'onde de choc à travers les supporters ivoiriens va prendre des proportions énormes. On a fait des kilomètres pour venir supporter notre équipe de cœur. Et là aujourd'hui, c'est la honte. Il n'y a rien, les joueurs ils marchent, ils ne bougent pas. Il n'y a pas de percussion, il n'y a rien. Les mots me manquent, je suis désolée, mais c'est une humiliation en fait. La tension fait son apparition dans les rues d'Abidjan et le sélectionneur Jean-Louis Gasset est limogé de son poste sur le champ. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, eh bien non, la Côte d'Ivoire n'est officiellement pas éliminée, elle peut encore terminer meilleure troisième à une seule condition, c'est que lors du dernier match du groupe F, le Maroc parvienne à battre la Zambie et à ce moment-là, la Côte d'Ivoire serait miraculée. Et c'est ainsi que l'ancienne légende de tout un pays, Didier Drogba, lance un appel national en invitant tous les Ivoiriens à soutenir le Maroc dans son dernier match. Et les hommes de Walid Regragui font le job et battent la Zambie 1-0. Le Maroc est qualifié, la Côte d'Ivoire également, mais c'était vraiment moins une. Donc la Côte d'Ivoire est toujours vivante. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a plus d'entraîneur. Et ce à quelques jours d'un huitième de finale très compliqué contre le Sénégal, tenant du titre. Et pour remotiver des joueurs totalement médusés après une telle défaite face à la Guinée équatoriale, il faut un caractère fort pour redresser tout un groupe et se tourner vers celui qui les a fait triompher 9 ans auparavant, Hervé Renard. Problème, Hervé Renard est en poste et il est en train de préparer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France féminine. Et non, il peut pas partir. Même si à la base la fédération ivoirienne demandait un prêt, honnêtement, ça paraît intenable. Finalement, le demi-rêve n'aboutira pas. La fédération ivoirienne va donc demander à son ancien milieu de terrain, Emers Faé, de prendre le poste d'intérimaire.
Un ex-éléphant de la génération dorée va donc tenter d'enrayer la machine sénégalaise, car les Lions de la Teranga possèdent un effectif magnifique qui part largement favori au coup d'envoi de ce huitième de finale, en sachant qu'il y a encore Nicolas Jackson et Idrissa Gueye sur le banc. Côté ivoirien, Emers Faé va armer son milieu de terrain pour tenter de fermer les assauts adverses, avec un atout précieux qui effectue son retour, Jean-Michel Seri qui va orienter le jeu des Ivoiriens aussi bien sur le plan offensif que défensif. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais son retour va leur faire un bien immense. Mais les doutes ne sont pas dissipés côté ivoirien. Après seulement 4 minutes, Habib Diallo ouvre le score pour le Sénégal. On pense alors que la soirée sera très longue pour les Ivoiriens, et en seconde période, les éléphants tentent de revenir. Car non, le Sénégal ne parvient toujours pas à tuer le match. Ces Ivoiriens se montrent beaucoup plus inspirés en cette fin de rencontre. Oui, malgré leur manque de réalisme, ils peuvent vraiment revenir. 81e minute de jeu. Y a-t-il penalty? Ah oui, bien sûr, Edouard Mendy est très en retard et Franck Kessié égalise, 1-1 à la fin du temps réglementaire. La Côte d'Ivoire emmène le Sénégal en prolongation où rien ne sera marqué. Ce ticket pour les quarts de finale se jouera lors d'une séance de tir au but. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro explose. Le Sénégal, l'un des grands favoris de la compétition, est dehors. Alors bien sûr, on ne pourra pas passer à côté de l'arbitrage assez pauvre lors de cette rencontre, mais cela n'excuse absolument pas les propos de Crépin Diatta, un des joueurs sénégalais qui a balancé en fin de match à des officiels de la CAF « Vous êtes des corrompus ». Alors oui, il y a eu des petites situations en faveur de la Côte d'Ivoire, mais dans l'ensemble, c'était plutôt l'arbitrage qui était mauvais. Et certainement pas la Côte d'Ivoire qui a été avantagée, autrement Sadio Mané aurait été expulsé sur ce tacle absolument scandaleux après une dizaine de minutes de jeu. Donc c'est bien beau d'accuser les autres de corruption, il faudrait déjà commencer par avoir de la crédibilité dans son discours. La qualification est amplement méritée pour la Côte d'Ivoire, cela ressemble plus que jamais à une rédemption pour ces éléphants qui retrouveront le Mali en quart de finale. À Bouaké, la Côte d'Ivoire se retrouve donc dans la peau du miraculé. La Côte d'Ivoire a eu chaud une fois, mais pas deux. La faute est indiscutable, penalty pour le Mali. Oui, petit Yaya Fofana, quel arrêt! Mais les Maliens sont décidément tenaces et Koussounou n'échappe pas à l'épée de Damoclès. La Côte d'Ivoire finira ce quart de finale à 10. Et la douleur se fait de plus en plus pressante jusqu'à la 71e et ce missile des aigles maliens. Quel but! En infériorité numérique, les éléphants vont devoir prendre leur courage à deux mains. L'esprit de ténacité des Ivoiriens est admirable et à la 89e, il savait ce ballon, c'est qu'on faut faire la frappe de Seko et c'est devant. Ça t'appelle l'égalisation. Simon Intégra qui remet le pendule à l'heure à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. La Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire respire. Le miraculé qui tient et qui va chercher l'égalisation. Même réduit à 10, décidément ces Ivoiriens ont du caractère et de la ressource mentale. 1-1, nouvelle prolongation. Et l'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, est entré en jeu, mais ne trouve que la transversale. Ouh, attention, car tout peut s'arrêter très vite. Nous sommes en toute fin de prolongation, à la 122e minute. La Côte d'Ivoire poursuit son chemin de croix et on se met à penser que rien ne pourra plus jamais les stopper après tout ce qu'ils ont traversé. On ne s'est pas senti à 10. On avait l'impression qu'on était 20 sur le terrain. Et le public a joué vraiment son rôle. Et ça s'est vu, on n'a jamais lâché. On savait que ça allait être difficile.
en plus à 10. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se réaliser. On prend un penalty, on réussit à l'arrêter, on est à 10. On revient à la mi-temps, il y a 0-0, on prend un but. Mais aujourd'hui, on a vu la force mentale de l'équipe. C'était incroyable ces buts. Je pense qu'on reste toujours soudés malgré les difficultés qu'on a. On reste toujours concentrés. Bien sûr, on va aller jusqu'en finale. C'est l'ambition. Et en demi-finale, les éléphants retrouveront la très surprenante République démocratique du Congo, et cette fois, la partie sera fermée, et bien sûr, très tendue. Néanmoins, on sent qu'au fil du match, ces éléphants sont en train de monter en puissance. Cette équipe semble transformée, métamorphosée par rapport au premier tour, car maintenant, le doute a quitté ce groupe, et la libération viendra du revenant Sébastien Haller. On en restera là, 1-0. On n'arrête plus la Côte d'Ivoire qui se qualifie donc pour sa finale de la CAN. Quel incroyable parcours! Et ils vont retrouver une des nations qui les avait battus au premier tour, le Nigeria. Vont-ils le faire? Vont-ils remporter leur CAN dans des circonstances absolument incroyables? Et même si ce Nigeria les a battus au premier tour, c'est fou, mais on sent que les Ivoiriens ont changé. Dimanche 11 février 2024, ces Ivoiriens ne cessent d'agresser l'adversaire comme jamais, et le Nigeria, qui a décidé de rester très bas lors de cette finale, va pourtant marquer contre le cours du jeu. Mener 1-0, c'est presque la routine pour ces Ivoiriens, et ce n'est pas ça qui va les inquiéter. Oh non, ils en ont vu d'autres. Mais bizarrement, le Nigeria va fermer le match à double tour et attendre bien sagement le coup de sifflet final. Un calcul à la fois incompréhensible et très dangereux de la part des Super Eagles, surtout qu'en face, les assauts répétés des éléphants vont les faire plier. Et Sébastien Haller a bien failli réaliser le geste ultime de cette CAN, mais il suffisait simplement de patienter. Attention, Simon Adingra qui va s'emmener ce ballon, le centre de Simon Adingra. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sébastien Haller qui va détourner ce ballon dans le petit filet de Stanley Nwabali. Il est battu encore une fois. Quelle image incroyable de voir Sébastien Haller donner la victoire 2-1 aux Ivoiriens. Lui aussi revient de très loin après avoir gagné son combat contre le cancer. Le symbole est tellement magique. C'était écrit d'avance, il fallait que cette CAN soit extraordinaire, inouïe, renversante, et son feu d'artifice final fut chargé d'intensité, de suspense et d'émotion pour un pays qui s'est d'abord senti humilié avant ensuite de pouvoir célébrer. Comme le disait un célèbre personnage de cinéma, pourquoi tombons-nous? Réponse, pour mieux se relever. Et c'était compliqué, voilà, énormément d'insultes, énormément de choses négatives. Mais voilà, à partir du moment où on a été qualifié, on savait qu'on n'avait plus le droit à l'erreur et qu'ensemble on allait pouvoir faire la différence et c'est ce qui nous amène à ce succès. Et malgré le petit clin d'œil des Ivoiriens aux Marocains, sachez que les éléphants ne doivent en aucun cas leur parcours au Maroc. Oui, c'est vrai, c'est entre guillemets grâce au Maroc qu'ils se sont qualifiés, mais au moment où ils ont battu la Zambie, les Marocains, ils s'en fichaient des Ivoiriens, ils voulaient juste se qualifier. Donc non, la Côte d'Ivoire ne doit pas son parcours au Maroc, elle le doit à elle-même. Car si elle est là, c'est parce qu'elle a terminé, tout simplement, meilleure troisième, comme le stipule le règlement de la CAN. Point final. En 2024, c'est donc le pays hôte qui triomphe dans sa propre CAN. Une première depuis l'Égypte en 2006, et quand on sait ce qui a suivi pour les pharaons, un triplé sur lequel nous sommes revenus dans les grandes lignes, on se dit qu'en remportant la Coupe d'Afrique dans des circonstances totalement improbables, voire exceptionnelles, et qui feront date dans l'histoire du football de sélection, le miracle ivoirien n'en est peut-être qu'à ses débuts.